Bonjour et merci de rester sur Vox pour suivre le Talk, votre matin d'information. Plus que 6 ans avant l'application de la zone de libre-échange continentale ZECAf au Congo, une zone de libre-échange rentrant en vigueur en janvier 2021, la ZECAf devient donc la plus deuxième vaste zone commerciale après la création de l'Organisation mondiale du commerce. La ZECAf, ce marché unique, a pour avantage faciliter le commerce intra-africain, la suppression des barrières douanières, mais aussi la libre circulation des biens et des personnes. Mais quel avantage que la ZECAf offre à l'économie congolaise? Pour en parler avec nous, deux invités sur ce plateau. Christian Maba, chargé à l'organisation, à la mobilisation, à la chaîne. Bonjour et bienvenue sur le plateau du Talk. Bonjour madame et merci pour l'invitation. Voilà. Face à vous, Marcelin Lebela, économiste de formation. Bonjour à vous et bienvenue sur le plateau du Talk. Bonjour madame Sarah, merci. Voilà. Voilà. Avant de parler des opportunités que la ZECAf offre à l'économie congolaise, le 19 septembre dernier s'est tenue la 78e Assemblée générale des Nations unies à New York. À la tribune, les chefs d'État et de gouvernement se sont succédés avec des discours très panafricanistes parlant des problèmes de l'Afrique, appelant la communauté internationale à un changement de ton et de style dans la politique africaine, mais aussi plaider pour que l'Afrique ait une place au Conseil de sécurité des Nations Unies. Suivez ce reportage. Reconstruire la confiance et raviver la solidarité mondiale, accélérer l'action sur l'agenda 2030 et ses objectifs de développement durable en faveur de la paix, la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tous. C'est sous ce thème que s'ouvre ce 19 septembre 2023 à New York, aux États-Unis, la 78e Assemblée générale des Nations unies. L'Afrique sera vivement représentée à ce sommet de haut niveau par une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement qui vont, entre autres, négocier une place de choix pour le continent comme membre permanent du Conseil de sécurité. L'Afrique doit pouvoir batailler dur pour tirer profit de ce débat général. Parce qu'il n'est pas normal que 54 pays réunis avec une organisation comme l'Union africaine ne peut pas avoir un siège permanent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Gouvernance mondiale, crise climatique, changement anticonstitutionnel de gouvernement, droits de l'homme, conflits, éradication de la pauvreté, financement du développement, sécurité alimentaire, amélioration des systèmes de santé, impact de la crise russo-ukrainienne, consolidation des partenariats, sanctions occidentales sont entre autres quelques défis mondiaux pressants qui seront abordés lors de ces assises. Les attentes de l'Afrique sont nombreuses. Parmi elles, une réforme du système financier mondial, une plus grande représentativité de l'Afrique aux instances de l'ONU et l'égalité face à la riposte au dérèglement climatique. L'enjeu majeur pour l'Afrique est de prendre les dispositions pour pouvoir parler d'une même voix, pour défendre la cause de l'Afrique d'une seule et unique voix. Avec 55 États et plus d'1,4 milliard d'habitants, l'Afrique représente 25% des membres de l'ONU. Des observateurs estiment que l'adhésion Christian Maba, lors de ce sommet, les chefs d'État et de gouvernement, je l'ai dit tantôt, se sont succédés. Et le nôtre, il était aussi Denis Sassou Nguesso qui a plaidé pour le climat. Mais je le rappelle, avant la tenue de cette 78e sommet, Assemblée générale des Nations unies, il y a eu un premier sommet africain sur le climat dont il était question de parler de la réforme des institutions internationales pour mieux lutter, financer la lutte contre le changement climatique. Et le président Denis Sassou Nguesso rappelle justement à la communauté internationale de financer leur engagement, de respecter leur engagement. Bon, mais merci madame. C'était la 78e Assemblée générale. Donc, on a comme l'impression que ça devient de la routine parce que chaque année, au mois de septembre, c'est un rendez-vous annuel. Voilà, c'est un rendez-vous annuel. Les présidents se retrouvent, chacun
vient délivrer son message du haut de la tribune de cette assemblée. Et puis, on s'en va et on tourne la page. On attend l'année prochaine pour revenir. Mais cette fois-ci, je pense que les enjeux sont en train d'évoluer. Surtout avec la situation actuelle en Afrique. Voilà, et vous allez remarquer que la carte géopolitique mondiale est en train de se redessiner. Avant ce sommet, les BRICS se sont retrouvés en Afrique du Sud, où ils ont accepté d'élargir leur composition. Ils sont passés de 5, ils ont accepté que 6 autres pays. Il y a le Sénégal qui a fait sa demande. Voilà, donc c'est pour dire qu'on est, malgré les enjeux qui sont au sein de ces BRICS-là, mais la carte se redessine. Bon, vous avez évoqué le message du chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso, le nôtre d'ailleurs. Il a beaucoup plus insisté sur les questions liées au climat, donc au développement durable. Et vous savez que le président... Plus que très prochainement, le Congo va abriter le sommet des 3 bassins. Voilà, donc du 26 au 28 octobre dernier. Et c'est pas la première fois. Le président de la République s'investit depuis toujours dans ce combat-là. Et puisque notre pays se retrouve au sein du bassin du Congo, donc l'un des poumons climatique dans le monde, je pense qu'il a saisi cette occasion-là pour monter au créneau pour dire qu'il fallait quand même qu'on essaie de regarder comment recomposer, ne fût-ce que même la carte géoclimatique, parce que c'est des questions vraiment qui sont liées à l'avenir de notre planète. Et le président, en abordant son discours dans ce sens-là, n'a que bien fait. Et je pense qu'on tirera les leçons de ce message-là pour que pendant le sommet que nous allons abriter ici, qu'il sorte des décisions qui vont replacer l'Afrique ou tout au moins le bassin du Congo au cœur des solutions climatiques dans le monde. Oui, une grande tribune en tout cas qui retient l'attention du monde. Les chefs d'État se succèdent. Marcin Lebela pour parler des problèmes du monde aujourd'hui. Christian Maba le disait tout à l'heure, sur le plan géostratégique, les cartes se redessinent, mais il y a aussi l'urgence climatique qui retient l'attention aujourd'hui. C'était le message porté par le président Denis Sassou Nguesso avant de prendre les autres temps forts de ce 78e sommet caractérisé par les discours très panafricanistes des présidents du Burkina et autres. D'accord, il faut d'abord faire une petite remarque. De tous ces présidents, je pense que le président de la République du Congo est l'un des doyens pour avoir à participer à plusieurs de ces sommets, soit directement ou indirectement. Et cela lui a permis certainement de tirer, et en son sein, tel que je lis le discours, de comprendre que très souvent, ça a été des rendez-vous culinaires. C'est-à-dire qu'on parle, c'est-à-dire qu'on se retrouve juste pour se partager du pain, du gâteau, et au bout du repas. Et comme il y a des urgences, moi je crois qu'en tant que doyen, il a replacé l'attention de la communauté internationale sur les vrais sujets et qui peuvent obstruer tout l'avenir de notre planète. Voilà pourquoi moi je pense que c'était normal pour un homme politique de ce calibre de se mettre sur des vrais sujets qui touchent l'homme. Parce que les questions climatiques sont des questions qui nous interpellent tous. Et les gens pensent que ça ne se passe qu'ailleurs. Ça peut se passer en Afrique. Et tout récemment, vous avez eu la situation en Libye où il y avait presque près de 10 000 morts et d'autres n'ont pas encore trouvé. Les conséquences justement de ce dérèglement climatique. Moi, je pense que ce discours vient à point nommé. Sauf que l'on s'interroge. Est-ce que ce n'est pas encore un autre rendez-vous culinaire comme les rendez-vous passés? Donc, il faut quand même de rappeler à la communauté internationale le respect de ses engagements. Il n'est pas toujours élégant de demander. Il faut commencer à poser les actes chez soi. Et au-delà, en Afrique. Il faut que l'Afrique se mobilise. Il faut que les gens regardent le programme de Mbeki,
l'ancien président sud-africain. L'ancien président avait appelé les Africains à la prise de conscience sur leur propre capacité, les Africains, à se développer eux-mêmes. C'est très important. Merci Martin Ndébila. Je reviens à vous, Christian Maba. Autre temps fort, en tout cas, de ce sommet, les discours très panafricanistes des présidents guinéens, burkinabés, maliens qui appellent à revoir que la communauté internationale revoie son style et le ton de la politique en Afrique, parce que les cartes aujourd'hui sont en train de changer. Bien. Ouais, la particularité de ce que vous dites est que ces présidents sont issus des coups d'État. Quand vous parlez de Burkina Faso, Guinée, Mali, Niger, bon, encore que le Niger, l'homme fort du moment n'était pas invité, mais le Gabonais était invité. C'est parce que je pense que ces jeunes chefs d'État veulent quand même changer la donne. Et vous savez que le président de Gaulle qualifiait l'ONU de machin. Oui. Parce que, quelque part, lorsque les Africains sont en face d'un certain nombre de défis, la communauté internationale ne joue pas sa participation. Lorsqu'aujourd'hui, Christian Maba, on parle de la communauté internationale, on voit l'ONU directement. Mais lorsqu'on parle de la communauté internationale. Voilà, nous allons peut-être déboucher par là. Oui. Mais comment est-ce que l'ONU est constituée aujourd'hui? La plus grande, c'est-à-dire l'organe, le plus grand organe de prise de décision, c'est le Conseil de sécurité. Oui. L'Afrique n'y participe pas. N'est pas membre permanent. Voilà, comme membre permanent. Or, ces présidents-là veulent dire que l'Afrique doit se retrouver là où... Dans les instances de prise de décision. Voilà, là où les décisions lui concernant sont prises. Voilà pourquoi la plupart des chefs d'État, il y avait même le président sénégalais, je crois, qui ont demandé que la composition du Conseil de sécurité de l'ONU soit revue, de sorte que l'Afrique puisse obtenir une place comme membre, au moins une place, comme membre permanent du Conseil de sécurité. Et si on veut même pousser loin l'audace, on peut dire doter peut-être d'un droit de veto. Donc, mais voilà, l'Afrique doit être présente là où les décisions sont prises d'aujourd'hui. Donc, les choses changent et les Africains doivent, je pense, comprendre le message de ces jeunes chefs d'État que je soutiens, malgré le fait que, en tant que républicain, je ne soutiens pas les coups d'État, mais ils ont haussé le ton. Je pense qu'il est grand temps que les autres chefs d'Africains les suivent, les comprennent et lèvent le temps pour que l'Afrique soit respectée. Marcelin Ndébila, alors la demande du président sénégalais, qui était d'ailleurs l'ancien président en exercice de l'Union africaine, qui demande, l'Afrique d'ailleurs qui a intégré le G20, et demande aujourd'hui que la reconfiguration de la politique internationale soit revue, que la voix de l'Afrique aujourd'hui puisse compter, parce que les enjeux ont changé. L'Afrique d'hier n'est plus l'Afrique d'aujourd'hui sur le plan économique et géostratégique. Oui, merci madame. Je pense que ça, ce n'est qu'une bonne chose, demander à être présent. Mais il faut retourner la médaille. Si vous voulez bien qu'on vous considère, il faut que vous-même vous comportiez très bien. Moi, je pense que nous avons des problèmes. Il y a des problèmes qui sont difficiles au niveau de l'intégration. Il y a trop de rivalités. On n'avance pas trop. Les problèmes se posent. On n'associe pas tout le monde. Vous n'allez pas voir les comportements que nous avons en Afrique. De tribalisme, de régionalisme, continue à exister pratiquement en Europe, ça n'existe pas. C'est la loi du mérite dans ces pays-là. Est-ce que nous sommes à ce niveau aujourd'hui? Moi, je crois que nous avons beaucoup à faire pour que les gens nous regardent d'un nouvel œil. Il ne faut pas toujours demander aux autres. Je sais qu'il y a eu quand même aussi une parade d'insultes contre tous ceux qui nous ont colonisés, mais personne n'a parlé. Pendant ce sommet? Oui, mais pendant ce temps, que nous, on a des difficultés de nous remettre en cause.
Hein, il ne faut pas la commencer à aller régler les situations la solidification de nos États. Voilà, on n'est pas dans la même vision qu'il y a eu les autres par le passé. C'est vrai qu'il ne faut plus passer par là. On ne va plus inventer de l'eau chaude. Mais parce que justement, Martin Lebila, je ne vous retire pas la parole. Pendant ce sommet, on a eu l'impression qu'il y a eu deux Afriques. D'un côté, les panafricanistes, hein, qui ont vraiment parlé des problèmes de l'Afrique avec le ton qu'il y avait. Mais de l'autre côté, les chefs d'État un peu tempérants. Mais oui, c'est bien de parler du panafricanisme, c'est d'abord une très belle chose. Mais il faut quand même que nous nous remettions en cause pour aller vers ce réel panafricanisme. Parce que le panafricanisme ne peut pas être un slogan. Ça doit être les actions, les actes et les résultats. Moi, je crois que dans tout ça, si nous avons... Et la satisfaction du peuple. Et la satisfaction, au demeurant, ça doit commencer par là. Oui. La réalité, c'est celle-là. Comment pouvez-vous parler du développement en Afrique quand vous avez des écarts de revenus entre ceux qui sont au sommet de la hiérarchie, avec une grande différence? Moi, je vous dis, qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un puisse vivre avec $1 par jour devant quelqu'un qui a déjà 15 millions de francs CFA par mois? C'est quand même des problèmes. Est-ce que c'est réaliste, cette thèse, ces idées que les Occidentaux injectent en Afrique, vivre avec moins de $1, vous qui êtes économiste? Madame, moi je pense que si quelqu'un vient vous dire ne nourrissez pas votre enfant, vous allez quand même vous interroger. Et de la manière comment il peut arriver à une telle question? Moi, quelqu'un ne viendrait jamais me dire à moi, voilà vos enfants, vous devez les faire souffrir de moi, je peux accepter cela. Je crois que c'est cette façon de faire, d'être réellement un père pour les Africains. Tous ceux qui nous dirigent, nos gouvernants, doivent revoir leur propre comportement. On a besoin de ça. Oui. Hormis dans ce sommet, justement, on va terminer par là, hormis les points divergents, parce que certains ont eu l'impression que les poutistes se sont montés à cette tribune pour justifier leur coup d'État. De l'autre côté, les autres présidents démocratiquement élus sont venus pour plaider des problèmes de l'Afrique. Oui, bon, je voulais rencontrer les préoccupations de mon débatteur ici. Je pense que l'Afrique a ses problèmes. Mais là, je pose le problème au niveau international. Et l'ONU, c'est l'organe qui régente l'organisation des pays dans le monde. Donc, réclamer une place de membre permanent au Conseil de sécurité vaut la peine à l'heure actuelle, vu les enjeux de l'heure et vu le basculement géopolitique et même géostratégique vers lequel nous tendons. Donc, mon cher aîné doit comprendre que nous avons nos problèmes qui nous concernent en interne. Qui ne seront pas réglés sur la tribune de l'ONU, voilà, les règlements de compte. Mais lorsqu'on arrive à ce niveau-là, nous devons, je pense, porter une seule voix, une seule revendication, c'est celle d'être présente comme Afrique, là où les décisions se prennent, y compris pour l'Afrique. Je pense que c'est là où il faut nuancer. Maintenant, nos problèmes internes trouveront solution. On est complémentaire dans ce sens que c'est bien d'aller demander aux autres qui dirigent tout ça là. C'est ce que je vous dis, je reviens sur ça. Mais il faut que nous nous organisions mieux que ça pour que dès que vous arrivez, vous posez le problème et que on vous prenne au sérieux. C'est ça ce que je voulais simplement dire. Je ne dis pas que nous, on doit cacher nos problèmes ici, on doit amener tous les jours nos problèmes là-bas, mais quand vous arrivez là où une institution qui est déjà bien assise, avec un certain nombre de règles, essayez de faire à peu près comme eux. Qu'est-ce qui est difficile en Afrique? De rendre tout le monde heureux? Bon, madame, excusez-moi une minute. Merci Christian Mava. Sinon, on risque de prendre tout le temps de l'émission à parler du sommet de 78e sommet Assemblée générale de l'ONU. Parlons maintenant de la ZLECAf. Quelle opportunité qu'elle offre à l'économie congolaise, la zone de libre-échange continentale, un marché unique avec 1,2 milliard de consommateurs, avec pour avantage l'intensification du commerce intra-africain, la suppression des barrières douanières, mais aussi la libre circulation des biens et des personnes. Mais plus que 6 ans avant
l'application effective de la ZLECAf au Congo et dans les autres pays du continent. Mais Christian Maba, une question directe. Est-ce que l'économie congolaise dans sa configuration actuelle est prête à ouvrir d'abord ses frontières et à appliquer la ZLECAf? Bon, merci madame. Je voulais d'abord dire que les objectifs escomptés dans la mise en place de la zone de libre-échange en Afrique sont des objectifs louables. J'ai recherché, j'ai mené des recherches, j'ai trouvé que le but poursuivi en mettant en place cette zone, c'est vraiment quelque chose de bien. Maintenant, pour revenir à votre question, et je pense que c'est là où les sachants, les intellectuels de notre pays, les économistes, comme mon vous-même, vous êtes économiste de formation, malgré que je suis spécialiste des relations économiques internationales, oui. Mais je voulais dire que le modèle actuel de notre économie ne nous permet pas d'aller en l'état dans une zone de libre-échange. Pourquoi? Mais il suffit de regarder. Well, c'était un vœu qui était déjà mis sur la table par les pères fondateurs du panafricanisme. Depuis l'organisation de l'unité africaine, donc nous sommes encore en 1963, il y avait déjà cette volonté-là d'aller vers cette zone de libre-échange. Et c'est tout un parcours, L'aîné, je pense qu'il est mieux placé pour nous en parler. Mais on a toujours connu des difficultés pour y parvenir. Parce que nous sommes dans une Afrique où les modèles économiques sont disparates. Les niveaux de développement ne sont pas les mêmes. Et lorsque vous mettez en avant les thèses de ceux qui soutiennent le libre-échange, on vous dit qu'il faut savoir s'affirmer en termes d'avantages comparatifs pour orienter votre spécialisation internationale. Est-ce qu'à notre niveau ici, avons-nous déjà identifié quels sont les avantages comparatifs que nous détenons par rapport à d'autres économies, en ne commençant ne fût-ce que par les pays qui nous entourent? Voilà un vrai problème, une vraie problématique sur laquelle les intellectuels devraient s'asseoir, réfléchir, mettre en place des équipes qui devraient travailler de sorte que lorsque vous vous lancez dans une telle zone, que vous tirez les retombées positives. Sinon, je me répète, dans la configuration actuelle du modèle économique du Congo, aller dans une zone économique spéciale telle que mentionnée ici, ne nous arrange pas. Voilà, les avantages de la ZLECAf notamment, je vais les citer: accroître le commerce intra-africain, libre circulation des biens et des personnes, la suppression des barrières douanières, favoriser, je l'ai dit, stimuler l'efficacité de la compétitivité, améliorer les chaînes de valeur régionales et attirer les investissements directs étrangers. C'est une grande opportunité quand même pour les économies africaines et la nôtre en particulier. Tout à fait, c'est vraiment à regarder les objectifs de la ZLECAf, effectivement, c'est une grande opportunité. Mais il faut quand même essayer de faire comme l'a demandé M. Maba, de repartir dans l'histoire. Est-ce que dans notre histoire, on n'a pas eu ces mêmes tentatives? Vous savez, quand on sort de la colonisation, nous avions, juste avant la colonisation, l'AEF et l'AOF. C'était des structures d'intégration régionale mises en place par la métropole. Après, nous avons bénéficié des structures pour obtenir, d'ailleurs, avec comme la monnaie qu'on appelle la communauté financière internationale ou africaine. Nous avons bénéficié de ces structures pour nous muter vers ce qu'on appelle la CEDEAO, et la CEMAC. Toutes ces structures ont été mises en place parce que nous voulons effectivement être indépendants, non seulement
politiquement, mais aussi économiquement. Mais ces tentatives économiques ont échoué simplement parce que nos économies étaient fractionnées, toutes petites, et on ne pouvait pas se développer dans ça. D'où la nécessité de travailler plus ensemble. Mais à l'intérieur de ces combats, c'est vrai, il y a eu beaucoup de rivalités qui ne nous ont pas permis d'obtenir de bons résultats. Il y a eu la réunion de Moronvia, une conférence de Moronvia, qui avait prévu ce que nous devions avoir à Lagos en 1980, ce qu'on appelait le plan d'action de Lagos. Ces mêmes tentatives, que ce soit au niveau des accords entre pays, parce que les tendances qui doivent exister dans ce domaine-là, au niveau des zones économiques, il y a deux tendances. Il y a ce qu'on appelle le multilatéralisme et les accords bilatéraux. Mais entre ces accords-là, rien toujours n'a marché. Et cette fois-ci, on a décidé de regarder plus loin sur le plan africain, c'est-à-dire qu'on aura un marché unique. Mais ce n'est pas pour autant que ces rivalités vont disparaître du jour au lendemain. Mais il ne faut pas avoir peur de tout cela. Mais à vous entendre parler, Marcelin Lebela, ces marchés uniques existent. Il y a eu le NEPAD, CEAC, CEDEAO, mais la spécificité aujourd'hui de la SDK, puisque ça concerne pas une partie de l'Afrique, mais toute l'Afrique, avec les avantages, 1,2 milliard de consommateurs. Ça c'est gros marché, mais cela ne veut pas dire que les conflits vont disparaître du jour au lendemain. Ils vont continuer. Donc il faut commencer aussi déjà à régler ces problèmes. Parce que vous allez dans une, comme l'a dit d'ailleurs M. Maba, si vous allez à une union, mais vous devez apporter quelque chose. Voilà la difficulté aujourd'hui d'un pays comme le Congo qui se retrouve avec un modèle pratiquement assis et sur un seul pied qu'est le pétrole. Donc il va falloir commencer par diversifier. L'application pose évidemment d'abord les problèmes au niveau de l'économie, les défis à l'économie congolaise. Et puis que ne sont pas ces défis, il faut les relever. Ces défis sont la diversification de l'économie. Quand vous voulez participer aux chaînes, mais vous devez avoir quand même la main-d'œuvre bien compétente à la hauteur des enjeux. Si vous ne le faites pas, donc cela appelle que nous revoyons notre système de l'enseignement de façon à l'adapter aux besoins de problématiques qui s'imposent à nous. Donc le problème, il est très vaste. Le problème est très vaste. Mais donc, quand même, il reste au Congo 6 ans avant l'application. Est-ce qu'en 6 ans, on ne peut pas se préparer économiquement pour appliquer la SDK? Deux choses à cette question. D'abord, la volonté politique et les moyens qui doivent accompagner cette volonté politique. Qu'est-ce que c'est que la volonté politique? La volonté politique, c'est le trait d'union entre les promesses et les changements. Si vous vous engagez à faire quelque chose, il faut qu'au bout du compte se trouve le résultat. Il ne s'agit plus dans ces contextes-là, devant la SLECAF, franchement, de faire des discours. Il faut passer à l'action. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est dans les propositions que je voulais bien faire. Il faut que nous mobilisions notre secteur privé. Il faut que nous, parce que le pays ne va pas continuer à être responsable du développement. Le pays, l'État doit réguler et les partis politiques, comme M. Maba, doivent nous apporter des propositions, des directions, doivent nous éclairer sur la démarche à faire. Les techniciens, eux, ils appliquent tout ce qui leur est demandé. Moi, je crois que nous avons des techniciens, madame, nous avons des intelligences, mais malheureusement, on ne les mobilise pas. Donc, l'autre volet, c'est la mobilisation de nos cadres sur les questions qui nous importent. Il faut établir des objectifs clairs pour que les techniciens travaillent sur ces objectifs. On pourra arriver en 6 ans. Un ingénieur, on le forme en 6 ans. Monsieur Maba, plus que 6 ans, c'est vrai. Oui, d'accord. Je voulais, au-delà des avantages que vous avez énumérés entre-temps, la ZLECAf poursuit entre autres un autre objectif. C'est celui d'aider l'Afrique à s'industrialiser, à diversifier sa production au-delà de l'énergie et des mines. C'est un objectif clair de la ZLECAf. Or, M. Lebela vient de le dire, la structure, le modèle de notre économie s'appuie sur un pied. C'est le pétrole. Est-ce que ça peut pas être un motif pour booster justement l'économie congolaise, la pousser vers la diversification, l'industrialisation? Je vais vous raconter une anecdote.
Et pour ceux qui habitent la ville de Brazzaville, ils savent que dans certains ronds-points de notre ville capitale, il y a des panneaux où le président s'affiche avec la ZLECAf. Et moi, j'étais dans un bus où quelqu'un s'est demandé, mais qu'est-ce que le président a encore inventé? Parce qu'il ne comprenait pas ce que ça voulait dire ZLECAf, encore que le lire, ça posait problème. Parce qu'il se trouvait que c'est un mot qu'il n'a pas vu dans le dictionnaire. Et moi, j'étais là, je l'ai aidé un peu à dire que c'est une abréviation de zone de libre-échange continental. Bon, donc, bref, si c'est ça la volonté, en ce moment-là, je dis, on n'a pas compris. Nous aurons tout à gagner dans cette zone si, avec le temps qui nous reste, on prend conscience. On mobilise les intelligences parce qu'il y en a, M. Lebela vient de le dire. Donc, allons d'abord vers la diversification de notre économie. Ça nous permettra d'identifier les avantages comparatifs que nous détenons par rapport à d'autres économies. Et partant de là, on pourra orienter notre spécialisation internationale. Donc, nous irons là-bas avec un rapport de force qui fera qu'on ait. Regardez notre balance commerciale. Il y a un gros déficit entre les importations et les exportations. Et lorsque vous regardez le détail de ce que nous importons, nous dépensons dans notre budget pas moins de 700 milliards de francs CFA pour importer des produits alimentaires. Ça veut dire qu'en ce moment-là, à ce niveau-là, il y a un problème de notre modèle économique. Il nous reste 6 ans. Ça veut dire que nous devrons travailler. Et sur ce point, madame, tenez, je vais vous informer, que le Premier ministre avait mis en place une commission qui travaille pour suivre l'évolution de la zone de libre-échange. Mais jusqu'à ce jour, Dieu seul sait, sinon peut-être qu'au niveau de la primature, combien de fois cette commission, c'est ce que je me dis. Encore, quelle est la composition de cette commission? Vous allez parfois vous rendre compte, et vous serez peut-être dessus, que ceux qui s'y trouvent ne sont pas réellement des sachants. Alors que M. Lebela vient de le dire, les intelligences existent. On a travaillé, moi j'étais avec un des représentants des opérateurs économiques d'un privé. Mais vous savez qu'ils se plaignent toujours de la façon dont ils sont traités ou de la façon dont ils sont impliqués dans cette diversification de notre économie. Donc, tant qu'on ne comprendra pas qu'il faut d'abord dynamiser notre économie, l'amener vers une réelle diversification, aller comme ça dans cette zone, nous serons perdants. N'est pas fait, l'industrialisation de l'économie congolaise, la rendre plus dynamique, plus compétitive, elle ne va pas supporter la concurrence, cette ouverture. Bon, vous savez, l'économie, c'est un tout. Nous prenons peut-être bout par bout pour comprendre les choses. Si nous avons, prenons l'industrialisation, par exemple, de notre pays. Nous avons au Congo près de 4 ministères qui s'occupent des industries. Je peux parler du ministère des zones économiques. Là-bas, c'est des entreprises qui travaillent. Nous avons le ministère du développement industriel et de la promotion du secteur privé. Nous avons le ministère du développement des industries minières. Nous avons au-delà, je crois que d'autres ministères qui s'occupent de ces questions-là. Mais au-delà, quand vous regardez notre système de financement des industries, ça pose problème. Même le financement de la régulation, des administrations, pour la conception. Moi, je crois que les ministres sont en témoin. Ils peuvent dire si vraiment leurs activités sont financées. Moi, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'idées au ministère, par exemple, du développement industriel. Mais aujourd'hui, ça pose problème. Même quand nous pensons qu'on ne doit pas s'occuper du secteur minier parce que on doit faire la diversification à peu près au-delà de ça. Mais est-ce que notre secteur minier est développé aujourd'hui? Parce que parler du secteur, de développement du secteur minier, ça veut dire que d'une entreprise, d'un endroit où l'on trouve les mines, vers, par exemple, les usines de transformation, ou vers le port minérier, on a des routes. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de voie de transport de nos minéraux. Nous n'avons pas un port minéralier. Ça pose problème. Nous avons l'envie de développer ce secteur.
tout le monde certainement pense que dans les mines, il y a à boire et à manger, mais je pense qu'il y a aussi des difficultés là-bas énormes, parce qu'il se pose que des questions de développement de secteur. Il faut que tout ça soit intégré. Nous avons par exemple au niveau de l'eau, c'est aussi une ressource. Est-ce que le Congo allait se plaindre réellement? Ce qui est vrai, c'est que c'est un problème d'organisation. C'est un problème de volonté politique. Voilà pourquoi je vous invite, en tant que politique, tenez compte de ça. C'est très important. Est-ce que vous pouvez développer une économie dans un pays où il y a une diversité de revenus, un écart assez grand entre les revenus où se trouve... Mais c'est très simple, on raisonne. Moi, je vois les maisons dans la ville de Brazzaville qui sont vides, alors que les gens ont des problèmes de logement. Ça veut dire simplement que le coût est très élevé et ceux qui veulent bien avoir des logements ne peuvent pas le faire. Vous parlez des logements sociaux? Oui. Les logements sociaux? Mais les logements, est-ce qu'il y en a? Non, moi je ne vois pas. Les logements appartiennent aux 6 ans de propriétaires partout. Je n'ai pas vu de logements sociaux à Brazzaville. Ça existe où? Bon, mais madame, je voulais apporter une précision. Oui. Quand on parle de diversifier l'économie, oui, cela ne signifie pas qu'il faut délaisser le secteur pétrolier et le secteur des mines. Voilà. Non, ça veut dire qu'il faut, comme M. Lebel l'a dit, il faut prendre en compte ces secteurs de telle sorte qu'en partant de ces secteurs, qu'on puisse booster les autres secteurs. Ça veut dire, lorsque vous voulez développer le secteur minier, on vous dira qu'il faut qu'il y ait des infrastructures qui suivent. C'est-à-dire, il faut que vous ayez des routes. Il faut peut-être commencer par les infrastructures. Voilà pourquoi je dis, diversifier l'économie, c'est tout ça. Donc, je pense, au lieu que ce soit un simple slogan, parce que c'est depuis des années qu'on parle de diversification de notre économie. Moi encore, je ne suis pas au pouvoir, mais on peut aider le pouvoir, parce que l'opposition est là aussi pour faire des propositions. C'est ce que je dis, nous sommes là pour faire des propositions, mais il y a un régime qui doit mettre en musique toutes ces propositions-là. Sinon, on bute devant un mur où on ne peut pas avancer. Donc, pour revenir à la zone de libre-échange, parce que c'est notre sujet du jour, vous avez parlé d'un marché de plus d'1,2 milliard de consommateurs. Nous représentons peut-être avec nos 5 millions d'habitants, donc 0, je sais pas, 0. Les statisticiens vont faire des calculs sur ça, dans ce marché. Donc, en face de ceux qui veulent le libre-échange, il y a un autre courant de pensée qui met en avant une sorte de protectionnisme. Parce qu'il faut faire attention. Vous rentrez dans une compétitivité, mais vous mettez sur un même ring un boxeur de poids lourd et un boxeur de poids léger. Rassurez-vous que vous n'aurez même pas assisté à 2 rounds. Donc, dès le premier coup d'envoi, on va écraser. Regardez en face de nous. Nous avons un marché de plus de 10 millions d'habitants. Je ne prends que la ville de Kinshasa. Parce que la RDC en elle-même, c'est plus de 100 millions d'habitants. Rien que Kinshasa. Si vous allez vers la libre circulation des biens et des personnes, attendez-vous en moins de 6 mois, avec le niveau de vie de nos amis d'en face, que nous soyons envahis ici. Vous savez qu'il fut quelques années ici, il y avait une opération aussi où on avait dit qu'on était peut-être trop envahis. On avait demandé aux amis de répartir. Donc, il faut à ce niveau-là aussi être très regardant, très lucide pour avancer tout doux. En fonction de nos réalités. Voilà. C'est-à-dire en fonction de ce que nous donnons et de ce que nous allons recevoir dans cette zone. Si on ne fait pas des analyses pertinentes à ce niveau-là, je vous assure, on risque de se lancer dans une aventure où nous ne connaissons pas ce que nous allons récolter. Christian Baba, que cette ouverture devrait se faire en fonction de la productivité de l'économie congolaise, de ce que vous... Voilà, que vaut notre économie en face des autres. Et là encore, il faut dire que tous les pays africains n'ont pas signé, n'ont pas ratifié. Le Rwanda, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, se réserve. Ça ne veut pas dire que le président Kagame n'est pas panafricaniste, non. Mais c'est parce que ça, ce sont des enjeux économiques qui ont des répercussions
sur l'évolution de chaque société et de chaque économie. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il faut que nous travaillions d'abord en interne. Réglons les problèmes de notre économie. De notre économie. D'abord. Revoyons le modèle de notre économie, diversifions-la pour la donner toute la force de se poser sur le marché économique africain. Au cas contraire, nous allons être à la merci des autres, parce que quand vous regardez lesquels sont vraiment au premier plan, on vous parle du président sud-africain. Mais parce que l'Afrique du Sud a une économie, donc ça veut dire qu'ils ont une productivité qui dépasse, le niveau de production de l'Afrique du Sud dépasse la nôtre. Donc ils ont besoin de déboucher. Comment faire pour écouler les biens qu'ils produisent? Et nous serons là en receveur, c'est pas international, et nous n'allons rien donner. Oui, justement, les PME, le secteur privé, justement, qui est créateur de richesses et des emplois, parce qu'avec la SDCAF, il y aura 400 millions d'emplois créés. C'est à ce secteur, j'aurais bien voulu qu'on ait quelqu'un un opérateur économique sur le plateau pour mieux parler de ces questions-là, qui va faire revivre l'économie. Mais alors que chez nous, on a encore un problème aussi à ce niveau, Marcel. Non, en analysant l'économie congolaise, effectivement, on analyse aussi le secteur privé. Mais qu'est-ce que cela représente chez nous? D'abord, le secteur privé au Congo est dominé par les opérateurs économiques étrangers et plus un certain nombre d'entreprises qui sont des prête-noms. C'est-à-dire que l'on ne sait pas réellement qui est l'opérateur économique, mais là on voit que l'entreprise fonctionnait. Mais ce n'est pas ces gens d'entreprise et qui sont des entreprises écrans, non, c'est ces gens d'entreprise que nous allons compter. Nous devons avoir des vrais opérateurs économiques sur le terrain qui ont des moyens. Le genre, les opérateurs économiques nationaux. Celui qui fabrique du ciment dans la Boisana, Dangote. Nous devrions avoir ce genre d'opérations. Ce n'est pas des opérateurs économiques, ce n'est pas des opérateurs économiques qui le matin se présentent au guichet du trésor et le soir se retrouvent avec une huilerie et qui 2 jours ou après n'existe plus. Moi je crois que c'est ça des questions qui sont sérieuses. Si vous voulez bien aller avec une telle marque d'huile que vous vendez une seule journée au marché du Maroc, moi je crois que ça ne sert pas d'amener des opérateurs comme ça. La grande question c'est quoi? Il faut créer des fonds de financement, des institutions de financement, des institutions financières. Si on ne peut pas les créer, il faut coopérer avec ceux qui disposent des moyens pour financer notre économie. Le secteur privé mérite plus de financement. Et il y a toute une institution qui est chargée de la régularisation. Je crois que c'est le ministre Fila qui est à la tête de cette institution. Aider ce ministre à faire fonctionner le secteur privé. Et dans ces conditions, on est là parce que même tel que les choses se présentent, tel qu'on fait, on prend le ministre du Commerce, on prend le Premier ministre pour organiser l'entrée de l'économie congolaise à la SDCAF. Franchement, comment on peut à la fois se battre contre une économie qui est père et encore l'encenser, lui donner toutes les responsabilités? Non, ils mettent les structures en place, laissent les gens libres. Au-delà, il y a la justice qui fonctionne. S'il y a des altercations entre les opérateurs sur le coup, ils n'ont qu'à s'adresser à la justice pour régler les problèmes. Ce n'est plus un politique qui doit dire, bon, telle entreprise ne passe pas à la douane, les marchandises de X ne passent pas, mais vous allez avoir toujours des problèmes. Moi, je crois qu'il faut revoir d'abord notre propre culture économique. Il faut la voir. Il faut donner aux Congolais ce qu'on appelle la culture. Sans secteur privé efficace, fort, impossible pour le Congo. Il faut créer des milliardaires congolais qui ont des entreprises. Vous n'allez pas dans une zone de libre-échange avec des entreprises qui sont financées par l'État. Ce serait déjà une fraude. Ce serait une fraude. Il faut regarder ce qui se passe ailleurs en Europe. C'est quand vous financez avec les subventions de l'État l'agriculture en France, en tout cas, à l'Union européenne, vous interpellez. Bon, vous comptez sur les entreprises que vous financez avec le trésor, mais vous allez tenir combien de temps? Donnez la possibilité aux opérateurs de fonctionner librement, et vous allez voir que vous aurez une économie solide.
Et puis les ratios économiques de chez nous, ça ne sert pas qu'on en parle ici. Si franchement, nous avons des ratios... On parlait quand même. Non, mais vous allez par exemple, aujourd'hui par exemple, pour faire booster notre économie, monsieur il est économiste, il sait que le ratio entre la masse salariale et les recettes fiscales, c'est catastrophique. 35% de recettes seulement participent à notre masse salariale. Mais comment vous allez dégager une marge pour financer les économies? Il faut regarder toutes ces questions, l'investissement et le PIB. Ça pose des problèmes. Tous ces ratios-là, si on les met ici, moi je crois que très vite, on aura des soucis quand même à se dire, mais comment allons-nous partir à une rencontre comme ça sans avoir des arrières solides? Voilà. Justement, les 6 ans, il faut bien préparer l'entrée du Congo dans cette zone. Ça veut aussi dire que cela y participe à l'assainissement du climat des affaires dans notre pays. Là aussi se pose un grave problème, le climat des affaires dans notre pays. Comment on appelle ça, l'injonction de l'homme politique dans le monde des affaires. Vous savez que dans les pays... Il faut carrément séparer la politique. Mais je vous dis que dans les pays avancés... Le politique reste que dans l'exécutif. Il n'est que des rares cas. Et dans la régulation. La politique reste le corollaire. Regardez le modèle de notre pays. Les plus nantis ou encore les plus riches sont des hommes politiques. Alors que ailleurs... Est-ce qu'il y a une étude qui le démontre? Je vous le dis. Ailleurs, les plus riches sont des entrepreneurs. Vous êtes économiste de formation, vous savez que l'économie, on repose sur les chiffres. Est-ce qu'il y a une étude qui le démontre? Attendez, ça, on n'a même pas besoin d'une étude approfondie pour le reconnaître. Quand vous allez aux États-Unis, on vous dit que les 100 premières richesses ou les 100 premiers revenus, vous ne verrez aucun homme politique. Rarement, on a 8 Trump. Mais sinon, Obama ne figurera pas. Dites-moi ici, il suffit de citer les 10 Congolais les plus riches, je vous assure que les 10 seront des hommes politiques. On vous dit ces entreprises-là, en réalité, ce sont des entreprises qui appartiennent à des hommes politiques et qui mettent à la tête une personne qui n'est pas, c'est pas nanti d'une certaine expertise. C'est ce qui fait qu'on crée aujourd'hui et 2 semaines plus tard, la marchandise ne se retrouve plus sur le marché. Donc, là aussi, il faut revoir. Si nous voulons être gagnants dans la ZLECAF, il faut des vrais regardons, il faut qu'il y ait des vraies réformes. Il en a parlé ici. Quelle est la politique de l'école chez nous? L'école congolaise est orientée vers la formation des demandeurs d'emploi. Tandis qu'ailleurs, l'école forme des entrepreneurs, c'est-à-dire des gens qui vont travailler pour donner des emplois à d'autres. Mais chez nous ici, on forme des demandeurs d'emploi. Il y a un problème. Ça veut dire que même au niveau du système éducatif, on vous l'a dit, si on s'y met, en 6 ans, vous avez une classe de techniciens, d'ingénieurs en 6 ans. Vous avez formé des ingénieurs dans tous les domaines qui feront que notre économie va connaître un certain dynamisme qui va faire que, bon, en s'engageant dans la zone de libre-échange, eh bien... Mais c'est un défi, justement, que nous devons relever. C'est un défi, donc, justement, ici, lancé au Congo et lancé aux politiques congolais de... Ici, dans ma casquette de politique, j'interpelle donc le chef de l'État, parce que c'est lui qui est le fer de lance. C'est lui qui s'affiche dans les panneaux que je vois dans la ville de Brazzaville. C'est le président des Congolais qui s'affiche pour la ZLECAF. Donc, il doit tout mettre en jeu de sorte que ceux qui l'accompagnent, ses collaborateurs, les sachants, les intellectuels, ceux qui ont l'expertise dans tous ces domaines-là, soient autour de lui pour faire de telle sorte que notre économie atteigne un niveau qui... Mais tout à l'heure, vous avez parlé d'une commission pour veiller, voir les modalités d'application de la ZLECAF. Voilà, mais ça veut dire que cette commission devrait... Moi, je ne connais pas jusqu'à peu de contraire la composition de cette commission, mais je pense qu'elle mérite d'être élargie. C'est pas la peine de faire de la réunionnite ou de la bureaucratie. Une telle commission a pour mission de travailler. Ça veut dire
a des stations ici. Les intellectuels, c'est pas ceux qui montent. On devait les élargir pour dire, bon, ici, on va à telle université, on a telle conférence sur tel thème, les gens réfléchissent, les gens produisent. Vous prenez des statisticiens, des économistes qui sont ici, ils vous réfléchissent sur un projet dans tel secteur, vous le mettez sur la table, vous discutez et on finance. Au lieu de 6 ans, on peut aller graduellement dans notre entrée dans la... C'est-à-dire qu'on peut par exemple, de 2 ans ou de 3 ans. Ça veut dire que vous avez... Le temps de préparer un secteur où l'économie sera dynamique. Mais moi, par contre, j'insiste sur ça. Franchement, quand on veut régler un problème, il faut y mettre les moyens. Il ne faut pas s'asseoir. Parce que les commissions qui s'asseyent, ils n'ont que du papier, du stylo. Ils n'ont rien du tout. Moi, je crois qu'il faut mettre des institutions, une institution qui s'en occupe, à laquelle on doit demander des comptes. Voilà. Et à côté, on met une institution de suivi et évaluation pour recentrer les politiques. Parce que justement, quand nous allons, on ne sait pas, on nous dit qu'on doit avancer dans telle sorte, on doit mettre les infrastructures en place. Mais quel est le plan de mise en place des infrastructures au Congo? Ça existe. Qui l'a soutenu? Normalement, un plan doit être élaboré de manière itérative, c'est-à-dire qu'on commence à la base, là où il y a les besoins, et on remonte en haut, là où il y a la décision. Et au milieu, il y a des institutions tactiques et d'autres stratégies qui doivent fonctionner. On ne doit pas rester à l'institution politique. Parce que tel que les choses se présentent, que le Premier ministre dirige une commission, c'est encore une affaire politique. Mais que l'on arrive au moment où on met les institutions, c'est stratégique. Mais il est opérationnel, on est où? L'opérationnel existe à quel niveau? C'est des questions qu'il faut se poser. Moi, je ne sais pas si peut-être que je suis en train de ramer à compte courant, mais franchement, non. Mais qui peut aller gagner la guerre sans stratégie, sans tactique, sans évaluation des forces en présence? Comment on peut gagner une telle guerre? C'est pas très simplement comment le faire. Moi, je n'ai pas besoin de donner des leçons aux autres parce que moi-même, j'en ai besoin à ce stade-là. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas aller au combat, les militaires le savent, sans préparer les arrières, sans évaluer les forces en présence, sans savoir là où se trouve l'ennemi. Ça veut dire... Vous utilisez les métaphores? Oui, mais la ZLECAf, c'est une compétition. C'est une compétition. C'est une compétition. Oui, c'est une compétition des économies. Des économies. Non, je suis d'accord. C'est pour aller aborder dans le même sens que l'aîné. On doit voir la décision, l'objectif général, le spécifique, les actions, les stratégies, tout ça doit être mis en place. C'est comme si on dirige un combat. Ça veut dire aussi que toutes les politiques qui doivent être entreprises dans notre pays doivent aller dans le sens d'atteindre les objectifs que nous sommes en train de définir ici. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons ici adopté, tout au moins le gouvernement, un plan national de développement. 2022-2026. Est-ce que ce plan a pris en compte... Vous êtes dans l'interrogation ou dans l'affirmation? Non, je me pose la question parce que je connais la réponse. Donc, c'est pour... En fait, je voulais dire quoi? Il faut que tout rime vers cette finalité. Or, vous allez parfois vous rendre compte que le plan que vous définissez, encore que nous avons la manie dans notre pays de ne jamais évaluer. Le doyen venait de le dire. Il faut, quand vous mettez des structures en place, il faut qu'il y ait en parallèle ou encore une autre structure qui vient pour quoi? Le suivi et l'évaluation. Mais on en a eu un premier plan ici qui n'a jamais fait l'objet d'une évaluation. Et là, même pour celui dont j'évoque ici, le gouvernement a reconnu qu'on était déjà mal parti. On a, je crois, une année et demie déjà de retard dans l'application de ce plan, puisqu'il va de 2022 à 2026. Nous sommes en 2023 finissant. Je vous assure que ce plan-là n'est pas encore entré dans l'opérationnalisation. Donc, il se pose des problèmes. C'est ce que j'ai dit. Je pense qu'on s'y prend mal. Parce que on définit des objectifs, mais on ne met aucun encadrement, aucune structuration qui nous permettra d'atteindre. Ça veut dire, c'est ce que l'aîné venait de dire ici, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait, en termes de sa métaphore, c'est-à-dire il y a l'armée, il y a des hommes, mais il y a une stratégie, il y a des plans d'attaque, il y a la logistique qui doit suivre, il y a tout un tas d'éléments. Voilà. Donc, et ça, c'est ce qu'il faut faire. Mais si on met une commission pour qu'on vienne se retrouver
dans un hôtel, travailler dans une salle avec du papier et du stylo, on sort de là, on rédige un communiqué. C'est pas ça. Dans ce genre de questions, ce sont des structures techniques qui doivent se mettre au travail et qui doivent bénéficier de tout le soutien matériel, financier du gouvernement pour les booster, pour les pousser à sortir le meilleur d'eux-mêmes dans ce qu'ils ont comme expertise dans ces matières-là. Et ce n'est qu'à ce prix que nous serons vainqueurs et gagnants en participant à la ZLECAf. Autrement, nous allons subir. Un marché unique, bénéfique pour toute l'Afrique. Tout à fait. Un marché, c'est bénéfique pour toute l'Afrique. Nous ne pouvons pas aller mettre bras ballants dans ce marché. Ce qui est vrai, c'est qu'il nous faut une politique. Une politique à mettre en place obligatoirement. Et les gens sont là pour réfléchir. Une bonne politique, ce serait très bien. Rentrer justement tout au long de ce plateau, vous avez évoqué justement les défis de l'économie congolaise, les problèmes de cette économie, les avantages de la ZLECAf, le volet préparation aussi de notre économie qui doit être une économie productive et très dynamique pour aller affronter, pour aller affronter les autres économies. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. En dehors de la ZLECAf, il y a eu les autres zones de libre-échange qui existait. C'est vrai, merci madame. Pour chuter, je dirais que la ZLECAf va consacrer un marché continental et qui dit marché, dit un lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Et nous devons nous interroger, qu'allons-nous offrir sur ce marché-là? Et je finis par dire que la plus grande richesse d'un pays, c'est sa ressource humaine. Il faut donc qu'on s'investisse dans la formation des Congolais pour avoir une élite capable d'amener notre pays ou le système économique ou la structure de l'économie vers une réelle diversification. Ce n'est qu'à ce prix que l'entrée dans la ZLECAf sera gagnant pour le Congo. Voilà. Marcelin Lebela, tout à l'heure, vous, dans vos propos, vous avez parlé de la réforme du système éducatif congolais et vous dites, je reprends vos propos, c'est possible en 6 ans de former un ingénieur. Sur le marché de l'emploi. Tout à fait. Effectivement, la ZLECAf, c'est un objectif noble, qui doit s'appuyer effectivement sur, pour moi, deux choses. Il y a 700 milliards d'argent que nous dépensons pour l'agriculture. Voilà une piste de réflexion. Il faut les capter pour que ça revienne au Congo. Et il y a la formation des jeunes. Sans cette formation, sans la formation des jeunes Congolais, pour qu'ils soient au niveau international, pour qu'ils soient au niveau de gérer les structures, les machines qui vont fabriquer des produits manufacturés, ce serait impossible. Donc en 6 ans, encore bien formés, mais des cadres congolais qui doivent nous permettre d'aller à l'extérieur, conquérir les marchés à travers la négociation, parce que les négociateurs doivent être formés, ceux qui vont pour la publicité sont là, ceux qui ont la qualité des marchandises devront être formés, mais les ingénieurs aussi. Je crois que sans ça, tout ce que nous sommes en train de dire, nous risquons d'aller à la ZLECAf comme des gens qui accompagnent les autres. On va être submergés. Les produits des autres arriveront ici et notre économie ne va plus exister. Ce qui sera très désavantageux pour les producteurs locaux. Pour les producteurs locaux. Donc nous devons nous battre pour que nos producteurs se retrouvent sur ce marché avec des marchandises de bonne qualité. Voilà. Merci à vous, Marcelin Lebela, économiste de formation, Christian Maba, chargé à l'organisation et à la mobilisation à la chaîne, mais surtout économiste de formation, pour votre disponibilité. Merci à vous également, chers téléspectateurs, pour l'attention accordée à cette émission. Merci aux équipes techniques pour la réalisation. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Talk. Prenez soin de vous. L'information reste en continu sur Vox TV.